Aujourd'hui, le pâté à la viande. On va d'abord préparer une mêlée. Une mêlée, c'est un mélange de viande et d'autres ingrédients. J'ai déjà placé dans mon bol une grosse poignée de persil émincé, persil ciselé, persil haché. Je rajoute là-dessus la valeur de 2 gousses d'ail que j'ai passé dans le presse-ail. On peut aussi bien les hacher à la main. Je vais ensuite ajouter une échalote que je vais d'abord éplucher et ensuite que je vais ciseler finement, c'est-à-dire que je vais l'émincer dans un sens puis dans l'autre de façon à faire des tout petits cubes pour mettre donc dans ma mêlée. Une mêlée, c'est un mélange de viande et d'autres ingrédients destiné à garnir un pâté, un saucisson, n'importe quelle pièce de charcuterie traiteur. Donc là voilà, j'ai épluché mes échalotes, que je vais donc émincer dans un sens, puis je retourne l'échalote, je l'émince dans l'autre sens, ce qui va faire de l'échalote ciselée. Faire la même chose avec l'autre. Alors les ingrédients que je vais rajouter dans ma mêlée sont à titre indicatif évidemment, parce que on peut rajouter tout ce que vous aimez, tout ce qui peut vous passer par la tête et qui peut être incorporé dans un pâté. J'aurais pu aussi mettre un petit peu d'oignon, pourquoi pas. J'aurais pu rajouter d'autres herbes aromatiques. Là, je rajoute de la chair de porc hachée. Alors, on fera attention quand on utilise de la chair comme ça, déjà toute prête, parce qu'elle est toujours salée. Donc, on ne rajoutera pas de sel. Je vais rajouter à ma mêlée un demi-verre de vin blanc. Et la valeur d'une bonne cuillère à café de cognac. Donc là encore, les alcools ne sont pas obligatoires, hein, mais ils vont rajouter de la saveur et du parfum à notre mêlée. J'ai mis du cognac, j'aurais pu aussi y rajouter par exemple du Porto, du Madère, du vin de Xérès, n'importe quel alcool parfumé. Un peu de poivre du moulin. Et ici je vais rajouter des champignons, donc j'ai bien lavé ma boîte de façon à ce que le couvercle soit propre, parce que c'est le couvercle qui va me permettre d'égoutter et d'essorer mes champignons. Les champignons, c'est toujours bien mouillé, bien humide. Donc je vais enlever le plus d'eau possible de mes champignons pour ne pas avoir une farce qui soit trop trempée. On se rend compte d'ailleurs que une fois qu'on a essoré les champignons, il n'y a plus que la moitié de la boîte en champignons, l'autre moitié c'était du jus. J'aurais pu garder le jus pour faire quelque chose d'autre. Maintenant, une fois que j'ai mes ingrédients de ma mêlée, je vais la travailler au batteur, parce qu'il va se passer une chose curieuse, c'est comme si on pétrissait avec de la farine, la pâte va prendre du corps. La mêlée va se corser, hein, ça va être l'effet des protéines de la viande qui vont faire un petit peu comme les protéines du blé dans une pâte. Ça va donner en quelque sorte du corps. Si on ne faisait pas ça, on aurait de la viande hachée dans le pâté. Quand on couperait le pâté une fois cuit, ça ferait comme des petits bouts de viande hachée, de la sauce bolognaise qui partirait du pâté, ça serait pas présentable. Alors que là, on va avoir des tranches qui vont être bien nettes. Donc j'ai mélangé cette mêlée à peu près 3 à 4 minutes. Et on voit que ça décolle parce que au bout d'un moment, ça fait un petit peu comme une brioche, comme une pâte levée, quoi. On voit que ça décolle des parois de la cuve. Voilà, je vais accélérer un petit peu les vidéos pour que ça aille un peu plus vite. Je passe pas trop de temps là-dessus. Donc à peu près 3 à 4 minutes, on constate que ça fait un petit peu comme une pâte qui a du corps. Et d'ailleurs on le voit à la fin parce que ça accroche bien à la feuille. Voilà, donc là la mêlée est bien mélangée. Je vais débarrasser la viande. Dans un film, on verra à la fin de la vidéo à quoi il ressemblait. Maintenant, je vais préparer un feuilletage tout simple, donc pas de mystère. Il y a de l'eau, du sel dans le fond.
Je vais rajouter par là-dessus ma farine, comme n'importe quelle détrompe de feuilletage, hein. Je vais incorporer 10 à 15% du poids du beurre fondu fondu. Alors pourquoi un petit peu de beurre? Le beurre va donner un peu moins de corps à la détrempe, hein, ça va donner un feuilletage plus facile à abaisser. On le fait pas à l'école parce que sinon ça fera encore, au niveau du matériel, c'est un petit peu compliqué quelquefois, et là ça fera encore une douzaine de casseroles en plus dans la plonge, donc je le fais pas en cours, mais on peut très bien le faire chez soi ou en entreprise, surtout pour les grosses quantités. Ça apporte un feuilletage qui va être plus facile à abaisser, le corps va se faire moins, la pâte va être moins élastique à cause justement de ces matières grasses qui vont empêcher une partie du gluten, enfin qui vont retarder la formation du gluten. Donc voilà, c'est l'avantage de mettre un peu de beurre fondu, et donc on prélève 10 à 15% du poids final de matière grasse de la recette qu'on va faire fondre et qu'on va rajouter à sa recette normale de pâte de feuilletage. Donc voilà, j'ai bien accordé ma cuve, et maintenant je vais débarrasser ma pâte. Je vais débarrasser ma pâte dans un papier film, et je la laisser bien reposer. Évidemment, ma pâte, j'en fais pas une grosse boule. J'essaie de l'aplatir le plus possible en carré, de façon à ce que je ne commence pas à la corser pour l'abaisser en carré avant de mettre mon beurre. Il est bien que la pâte ait la taille idéale, et qu'on n'ait pas pour la travailler la moins possible lorsqu'on va on va beurrer. Donc ma pâte a pris un petit peu de repos. J'ai ma matière grasse qui est prête. Donc je vais taper ma matière grasse, bien sûr. De façon à en faire un beau carré. Je fais attention de ne pas trop la ramollir parce que sinon ça nuirait à la bonne suite du tourage. Donc là mon beurre est un tout petit peu tempéré, donc juste un seul coup de rouleau. Si le beurre était très froid, très dur, là j'aurais tapé plus, j'aurais replié en deux, j'aurais tapé un peu plus. De même si j'avais utilisé de la margarine, pareil, hein, j'aurais tapé, replié, replié. Mais là le beurre ça va. Donc le beurre il a une épaisseur de petit doigt de fille, hein. Là je suis en train d'abaisser ma détrempe de la même épaisseur, un petit centimètre. Je vais appliquer ma matière grasse sur ma détrempe et je vais emballer tout ça comme une enveloppe. En même temps, on peut repérer un petit peu la taille du pâton, parce que à chaque opération de tourage, il faudra qu'une fois que le pâton va être replié, on retombe sur la même taille de pâton initial. Donc là, je vais donner en accéléré mon premier tour double. On peut voir que le pâton se laisse, même si la vitesse est accélérée, le pâton se laisse faire. Donc là, j'ai donné mes 2 tours doubles, donc j'en avais 3. J'ai mis à reposer et j'ai donné mes 2 tours doubles suivants, de façon à emmener mon pâton à 6 tours au total. Voilà. Le dernier tour double est mis, mon pâton est à 6 tours. Je commence à l'abaisser légèrement et je l'envoie de nouveau se reposer au frais. Une fois que mon pâton a reposé au frais, 2 ou 3 heures, hein, c'est bien, hein, c'est bien. Une fois que le pâton a reposé au froid, là il a 6 tours, donc je vais pouvoir le travailler et je vais commencer à l'abaisser pour pouvoir emballer la mêlée de viande. Donc je fais bien attention à l'abaissant, je ne le force pas. Si jamais je me rendais compte que mon pâton rétracte parce qu'il est trop élastique, je lui fous la paix un petit peu. Alors voilà, la viande, je l'avais emballée dans un morceau de film, comme vous pouvez le voir ici. Histoire de l'emballer, de lui donner cette forme-là, pour pouvoir simplement le déballer sur mon pâton, pour ne pas avoir à travailler la viande elle-même sur le pâton, pour ne pas salir la pâte. Donc ma pâte est abaissée convenablement, et je vais pouvoir emballer la viande.
Ici, j'ai utilisé une chair de porc. On pourrait aussi bien utiliser de la chair de veau, qui irait très bien aussi. On pourrait rajouter tout un tas de choses dans la mêlée, des cubes de poulet, des morceaux de foie gras, euh, que sais-je encore, des filets de canard, on peut rajouter plein de choses dans les mêlées. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. De la truffe. Voilà. Donc là, je suis en train de regarder à quel endroit j'ai coupé mon pâté, de façon à pouvoir l'emballer. Cette technique-là existe depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que les pâtissiers, à l'origine, les pâtissiers, ils faisaient pas des choses sucrées. C'est venu sur les tard, hein, il y a seulement quoi, 1 ou 2 siècles qu'on fait des choses sucrées en pâtisserie. Avant, le pâtissier, il faisait des pâtés. D'où le nom pâtéier, pâtissier, ça vient de là. Et on a longtemps fait des pâtés en pâtisserie, avant de commencer à faire des gâteaux sucrés eux-mêmes. Les pâtissiers faisaient principalement des préparations salées. Donc là, j'ai découpé, vous avez vu comment j'ai découpé ma pâte. J'ai enlevé les 4 angles, de façon à pouvoir emballer mon pâté sans faire de gros plis aux extrémités. Donc voilà, je recouvre les bords et je vais appliquer dessus de la dorure de façon à faire coller la couche de feuilletage qui va venir par-dessus. La dorure à l'œuf, évidemment. Là, je rabats la couche par-dessus, la couche du dessus, la couche d'en dessous, de façon à emballer convenablement mon pâté. Par-dessus donc mon pâté, je vais rajouter le couvercle en feuilletage. Que je vais appliquer, voilà, juste sur le dessus, une tranche de feuilleté qui va recouvrir entièrement le dessus de mon pâté. Maintenant, je vais appliquer une couche de dorure et je vais, avec le feuilletage restant, faire des décorations. Donc là, je vais donner un exemple, une idée de décoration, mais on peut en faire plein d'autres. Par exemple, on peut reproduire des fleurs, des branchages, on peut faire tout un tas de trucs. Mais là, je vais faire une décoration très très simple. J'ai déposé des petites bandelettes en croisillon. Je crois que là aussi, on peut employer le terme vocabulaire professionnel rioler, R-I-O-L-E-R, hein, appliquer des bandelettes de pâte sur une pâtisserie. Donc, j'ai disposé des bandelettes de part et d'autre. Mais on peut faire, encore une fois, n'importe quoi comme décoration. Détailler des feuilles, détailler tout un tas de trucs. Des ronds. Des petits ronds découpés avec une douille unie, par exemple. Plein de petits ronds, ça peut être amusant aussi. Voilà, pour la finition du pâté, libre à vous de faire une déco sympa. Voilà, j'ai appliqué mes petites bandes de feuilletage de partout. J'ai fait glisser sous le pâté pour que ça soit plus joli.
Et je vais appliquer une dernière couche de dorure sur les petites bandelettes. Sans oublier les côtés, évidemment. Ensuite, je vais laisser mon pâté reposer 1 heure avant de le cuire au moins. À four 180. On connaît la cuisson à l'aide d'un thermomètre, hein, d'une sonde thermomètre. Il faut piquer le pâté à cœur et arriver à 87 degrés à cœur. Une fois qu'on est à 87, le pâté est bon. Donc je répète, hein, 180 degrés, chaleur tournante si on a un petit four ménager ou si on travaille dans un four ventilé. Et donc 180 et 87 degrés à cœur. Là, je vais faire 2 cheminées. Alors les cheminées, c'est des morceaux de papier d'alu, comme vous pouvez voir, que je plie, et avec lesquels j'ai enroulé, enfin qui vont me servir pour enrouler le manche d'une cuillère, et je vais enfoncer tout ça dans le pâté. Ces cheminées vont permettre, lors de la cuisson, à ce que la vapeur s'échappe du pâté. Il faut vraiment que la vapeur puisse bien s'échapper, c'est pour ça qu'on fait des grosses cheminées, des gros trous. Parce que si la vapeur s'échappe pas, la viande va gonfler et ça va faire crever le pâté et ça va le déchirer quelque part. Alors que les cheminées vont permettre à la vapeur de s'échapper. Ces cheminées aussi peuvent permettre à la fin de la cuisson, une fois qu'on les a enlevées, de remplir, grâce aux trous qu'on a formés, de remplir avec des sauces éventuellement. Voilà, si on a une petite sauce bien réduite à la truffe, on peut faire couler cette sauce par les cheminées pour venir nourrir ou imbiber un petit peu la viande. Voilà, le pâté est terminé. J'ai plus qu'à le cuire. À bientôt.